Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette émission. Ce soir, pour Collapsus, Changer ou disparaître, Laurent Hayet et moi-même avons le plaisir de recevoir Pierre-Henri Gouillon et Frédéric Denis. Alors, pour les présenter très brièvement, et puis on reviendra un peu plus tard sur leur parcours, Pierre-Henri Gouillon est biologiste et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Quant à Frédéric Denis, il est auteur, conférencier, et il écrit énormément de livres, mais tous tournent autour de l'environnement, du vivant, etc. Et on va aborder en parallèle avec eux, lors d'un débat qui promet d'être animé, les questions vitales, à savoir à quoi servent les écosystèmes, qu'est-ce qu'on mange, comment on préserve les sols et comment on va pouvoir nourrir l'humanité dans le siècle à venir, qui sont vraiment la question fondamentale entre toutes, hein, parce que la nourriture conditionne le reste. Nous allons commencer par revenir sur l'article donc de Pierre-Henri Gouillon, biologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Les sigles sont toujours un peu compliqués dans le public. Pour parler de son article, qui est une interview, en pratique, qui est sous la forme d'une interview, et que l'on a choisi de titrer « Si l'on n'agit pas, l'effondrement du vivant va nous faire entrer dans une période cataclysmique ». Qu'est-ce à dire? Écoutez, j'ai revu un petit peu ce qu'on avait raconté à cette occasion pour cette émission et d'ailleurs, il y a eu pas mal de choses nouvelles qui sont venues conforter ce qui était dit là. Donc, je veux le reprendre. Effectivement, à l'heure actuelle, on constate que le monde vivant est en train de s'effondrer. On parle de biodiversité depuis 1992, depuis le sommet de Rio, le sommet de la Terre. Mais c'est pas seulement la biodiversité, c'est tout le monde vivant. Et d'ailleurs, à la limite, pour le moment, c'est presque plus la biomasse qu'on voit s'éteindre. On a montré, par exemple, que 80% de la biomasse d'insectes avait disparu en Europe en 30 ans. Or, les insectes, c'est une des bases du fonctionnement des systèmes écologiques parce qu'ils pollinisent pas mal de plantes, d'une part, et que d'autre part, ils nourrissent pas mal d'animaux. Et donc, si vous enlevez les insectes, il y a des tonnes de trucs qui vont disparaître partout. Or, 80% de perte de biomasse en 30 ans, c'est énorme, c'est d'une rapidité incroyable. Et du coup, on voit effectivement actuellement s'effondrer ces systèmes vivants. Et le problème, c'est que on a du mal à comprendre ce qui se passe pour plein de raisons. Alors la première, peut-être dont on va parler, c'est le fait qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on ne comprenne pas. Ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est qu'on n'a pas le cerveau fabriqué pour comprendre, parce qu'en réalité, nous avons une vision du monde vivant totalement fausse dans notre culture. Et la troisième, c'est que effectivement, quand quelque chose se passe très mal, on a toujours envie de l'oublier et de penser à autre chose. Donc, ça fait beaucoup de choses qui font que, en réalité, nous voyons plus ou moins se produire cet effondrement. Nous le voyons déjà. C'est pas quelque chose qu'on prévoit, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et nous ne réagissons pas et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et quand nous prenons des décisions, c'est parfois des mauvaises décisions. Et est-on sûr que les causes de l'effondrement du vivant auquel on assiste sont uniquement d'ordre anthropique, c'est-à-dire provoquées par nos activités humaines?
Alors, je pense qu'on peut être raisonnablement sûr de ça parce que les changements majeurs de l'environnement qui sont opérés sont pour le moment essentiellement tous d'origine anthropique, que ce soit les changements climatiques, les changements d'usage des sols, etc. Mais en plus de ça, il existe une raison majeure, et c'est elle qu'on essaye de nous cacher, c'est l'emploi immodéré de molécules qui sont destinées à tuer. Alors, je n'avais pas encore tout à ma disposition quand j'ai écrit l'article, quand on a écrit cet article, tous les éléments. Il y en a pas mal qui sont arrivés dans un livre de Stéphane Foucard que je recommande sur ces questions qui s'appelle Et le monde devint silencieux. Et il donne des références tout à fait extraordinaires. En gros, qu'est-ce qui s'est passé de absolument nouveau depuis 30 ans pour expliquer qu'en 30 ans, on est perdu tellement d'insectes? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé notre mode d'emploi des pesticides. Et je dis bien pesticides, je ne dis pas seulement insecticides. Un des articles que cite Stéphane Foucard et qui est disponible sur le web est complètement hallucinant. Il s'agit d'un article écrit par les scientifiques des entreprises qui produisent les pesticides, donc ces entreprises, c'est Bayer, c'est Syngenta, c'est Chemicals, etc. Ces ingénieurs tous ensemble publient un article expliquant que si on mettait en place un système de surveillance pour empêcher l'épandage de pesticides qui tuent les abeilles, eh bien, à ce moment-là, on interdirait en gros 80% de leurs molécules, on interdirait 92% des insecticides, mais aussi 75% des fongicides et 80% des herbicides. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'on met du Roundup, c'est fait pour tuer les plantes, oui, c'est fait pour tuer les plantes, mais ça tue aussi les insectes. Et en fait, ces molécules sont faites pour tuer les êtres vivants, et il tue un peu plus les insectes, un peu moins les plantes ou l'inverse selon quelles molécules, mais toutes ces molécules, en termes d'effets sur le long terme, sont toutes des molécules mortelles. Et comme on en met depuis 30 ans de façon systématique sur les champs, parce qu'avant, on mettait des traitements quand il y avait un problème. Aujourd'hui, on traite à l'avance, c'est-à-dire que les graines qui sont semées sont enrobées de pesticides et elles vont systématiquement diffuser ces molécules délétères dans l'environnement. Donc voilà ce qui se passe depuis 30 ans et voilà pourquoi la biodiversité s'effondre à une vitesse absolument faramineuse. Alors, avant de parler de l'action des lobbies qui a été aussi disséquée par Stéphane Foucard et deux de ses co-auteurs récemment, peut-être une question sur les conséquences, parce que on entend même, c'est probablement aussi une question de lobby, certains penseurs dire que ce n'est pas tellement grave si les insectes disparaissent, qu'on pourrait s'en passer. Donc, quelles sont les conséquences potentielles ou prouvées de la destruction des écosystèmes, pour faire court? Bon, c'est difficile de dire qu'on peut prouver des choses, mais enfin, imaginez qu'on vivrait dans un monde dans lequel il n'y aurait plus rien d'autre que nous et les quelques formes dont on a besoin, c'est quand même déjà assez affolant, c'est effrayant à plein de points de vue, je ne vais pas détailler. Je vais pas détailler déjà le manque de plaisir qu'il peut y avoir à vivre dans un monde totalement débarrassé de toute forme de vivante autre que nous. Mais de toute façon, en plus de ça, il y a des dangers énormes. Et ça, c'est un problème qu'on a, nous, dans les questions de biodiversité par rapport aux gens du climat, c'est qu'on n'est pas capable de faire des prédictions fortes en termes de temps. Ça fait longtemps qu'on disait qu'il allait y avoir une pandémie qui allait attaquer l'humanité de la façon dont on s'y prenait. Voilà, ça arrive maintenant. Si vous regardez, ça fait des dizaines d'années que les biologistes disent que ça va arriver. Le malheur, c'est qu'on ne pouvait pas dire quand. Voilà, les climatologues, ils peuvent dire, en 2050, il va se passer ça, en 2100, il va se passer ça. Nous, on n'est pas capable. Mais je peux vous dire une chose, si vous n'avez plus que quelques espèces dans le système Terre, et que ces quelques espèces, c'est les espèces dont on a absolument besoin, plus nous, eh bien, toutes les maladies qui apparaîtront sur la Terre, elles seront spécialisées dans les espèces dont on a besoin et dans nous. Et donc, je vous garantis un système complètement invivable. Des systèmes trop simples sont des systèmes qui ne tiennent pas la route face à l'agression d'organismes qui viennent les parasiter, qui viennent les détruire. Donc, je ne peux pas vous dire exactement comment s'effondrerait un système dans lequel on aurait enlevé trop de diversité, mais je vous garantis qu'il s'effondrera.
Mhm. Et il est absolument inenvisageable, comme le pensent certains, de réparer cette machine par la bio-ingénierie, par exemple par les manipulations génétiques, le forçage génétique des milieux, reconstitution éventuellement de certains milieux. On a de l'ADN de mammouth, c'est facile. Et bien sûr, on va ressusciter les mammouths et même, vous savez que ça va résoudre le problème du réchauffement climatique parce qu'en écrabouillant les sols, le permafrost de la Sibérie, ils vont empêcher que la glace fonde et du coup, ils vont empêcher le dégagement de gaz. Écoutez, le problème, c'est que les gens qui font de l'ingénierie, souvent, ils n'ont pas beaucoup de connaissances scientifiques. Et c'est quelque chose que tout le monde ne mesure pas, ça. Agir, ça ne demande pas toujours de beaucoup savoir. Et les gens qui savent plus en termes d'écologie, en termes de fonctionnement des systèmes, eh ben ceux-là, ils sont beaucoup plus méfiants parce qu'ils savent bien que nos connaissances sont absolument insuffisantes pour qu'on puisse avoir des actions qui soient raisonnables dans ce domaine. Alors, on a tout un système de biodiversité avec des formes vivantes qui interagissent à tous les niveaux. Et ce système, il est évolutif. Et ça, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on ne comprenait rien, qu'il y avait des gens qui faisaient exprès, on y reviendra. Mais il y a une autre raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est que notre culture est fondamentalement créationniste. Nous avons tous entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin. Et longtemps avant. C'est-à-dire que toutes nos structures mentales se sont faites quand on était petit sur l'idée d'un monde créé, d'un monde stable, d'un monde donné tel qu'il est. Et puis après, on nous a dit que ça changeait. Et moi, je milite pour qu'on parle d'évolution dès l'école primaire. Et les inspecteurs me répondent, ah bon, oui, mais alors vous savez, c'est compliqué, puis il faut quand même suivre un petit peu l'ordre des découvertes. Alors je leur dis, oui, c'est ça, en primaire, on va dire aux enfants que la Terre est plate, et puis en troisième, on leur dira qu'elle est un peu bombée, puis ceux qui feront des sciences en terminale, on leur apprendra qu'elle est ronde. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on veut que les gens aient une vision convenable du monde qui nous entoure, il faut dès le début leur dire la vérité. Et donc pas leur présenter le monde comme un ensemble d'espèces fixes, déterminées, qui bougent jamais, etc. Et puis ensuite leur dire que ça change, il faudrait leur dire que ça change dès le début. Et pas seulement que ça a changé, pas seulement qu'il y a eu une évolution, mais qu'il y a une évolution. Notre système vivant est un système en perpétuel changement. C'est un système qui ne fait que bouger et qui ne maintient sa diversité que grâce au mouvement. Croire que en ressuscitant une espèce ou même simplement en maintenant des espèces en vie, on va maintenir les choses, c'est pas du tout la bonne solution. La solution, c'est de laisser la dynamique fonctionner, ou plus exactement, d'arrêter d'empêcher cette dynamique de fonctionner. D'accord. En deuxième partie, nous reviendrons là-dessus. Nous parlerons des lobbies et des solutions potentielles à apporter aux problèmes que vous n'avez fait qu'évoquer, malheureusement. Mais on va passer la parole à Frédéric Danet. Alors, il faudrait que vous prononciez le nom pour que j'essaye de me corriger. Micro. Oui. Là, vous avez mon micro. Voilà, c'est dans et, mais ça fait 50 ans que tout le monde se trompe. Laurent, vous êtes absolument. Merci. D'autant plus que je ne lis pas la phonétique. Alors, malheureusement, je suis destinataire de vos emails, mais oh là là, voilà, mon âme de sciences humaines se révèle à la linguistique. Donc, vous êtes auteur de très nombreux livres. Pour vous solliciter, nous aurions pu vous poser de multiples questions. Alors, on en a choisi une qui est très courte, qui en même temps est abyssale. C'est comment nourrir l'humanité. Alors, vous nous avez fait une réponse théorique en 3 points. Est-ce que vous pouvez expliciter, faire un panorama en fait de l'agriculture contemporaine qui va forcément rejoindre un peu ce que Pierre-Henri vient de dire? Ben oui, parce que l'agriculture contemporaine, elle est la première cause d'érosion de la biodiversité. Il y a certes les pesticides, il y a les engrais aussi qui mettent les plantes sous perfusion, lesquels n'ont plus vraiment intérêt à aller chercher des symbioses parmi les champignons. Du coup, le travail du sol naturel se fait moins. Et puis, il y a les pesticides qui font que, du coup, les champignons, on les détruit. Et puis, les vers de terre aussi, etc. Mais c'est avant tout la fragmentation des milieux naturels liée au remembrement agricole, à l'augmentation de la taille des parcelles, au fait qu'on retire des haies, qu'on draine des zones humides, etc., qui fait que un moment ou un autre, Monsieur Renard ne peut plus aller voir Madame Renard parce qu'il a trop d'espace insécure à traverser, voire une route. Alors, il n'y a pas que l'agriculture, il y a notre aménagement du territoire aussi.
En fait, il faut bien prendre conscience que notre alimentation, elle est foncièrement liée Enfin, c'est elle qui dicte finalement les paysages qui nous entourent, et c'est dans ces paysages que l'on a plus ou moins de biodiversité. Donc, l'agriculture qu'on a aujourd'hui, qui est, je pense, en train de disparaître à une vitesse trop lente, mais quand même, c'est une agriculture qui est foncièrement découplée du vivant. C'est une agriculture foncièrement hors sol qui considère le sol juste comme un support de culture. Et qui compense ces destructions par une augmentation de ces agents destructeurs, c'est-à-dire la mécanisation, la pulvérisation de produits chimiques. Bref, c'est une agriculture qui a superposé sur le sol, qui n'est plus considéré que comme un support de culture, qui a superposé une couche d'industrie, une couche de mécanique et une couche de produits chimiques. Sauf que cette agriculture-là, ses rendements stagnent, voire baissent depuis 15 ans, sauf qu'elle ne nourrit même plus les agriculteurs, y compris en France. Donc c'est une agriculture qui est sur la fin. Et ça tombe bien, l'érosion de la biodiversité est telle qu'il y a aujourd'hui, enfin, en tout cas j'ose le croire, une pression sociale qui devrait pousser à la faire évaluer en changeant nos habitudes alimentaires. Est-ce que c'est si simple que ça? On sent une certaine réticence dans les milieux agricoles à changer de technique, ou s'il y a des évolutions, parfois à partir d'un plus de techniques. Je pense notamment à l'agriculture de conservation ou à ce genre de méthodes importées des États-Unis qui, sous couvert d'un apport environnemental, persistent quand même dans l'usage de produits chimiques. Ouais, mais un usage qui est moindre quand même. L'agriculture de conservation, c'est quand même une bonne idée parce qu'elle remet au premier plan ce qu'on a complètement oublié, c'est-à-dire le socle de l'agriculture. Enfin, il y a un double socle, c'est l'agriculteur et les sols qu'on a complètement oubliés et que parfois, malheureusement, le bio oublie en travaillant un peu trop ces sols. L'agriculture de conservation, on va dire l'agroécologie, c'est quoi? C'est que les sols soient couverts en permanence. Pour deux raisons. La première, c'est que ça évite, je vais faire très court, l'érosion des sols, qui est dramatique. Il y a une publi dans Nature qui prouve à quel point c'est encore plus dramatique que ce qu'on imaginait, une publi de septembre 2020. Donc, à la fois pour limiter en tout cas l'érosion, qu'elle ne soit plus que naturelle, et puis deuxièmement, parce qu'en couvrant les sols en permanence, on assure un apport régulier de matière organique dans les sols, laquelle matière organique fonde la fertilité des sols en nourrissant l'écosystème qui la fabrique. Donc la conservation des sols, en soi, c'est une bonne chose et je ne vois pas comment on pourrait s'en passer demain. Le seul problème, c'est qu'elle bute encore sur beaucoup d'itinéraires, sur l'usage de moins de pesticides, mais surtout d'herbicides et parfois de fongicides, mais quand même dans des volumes moindres que ce que l'on a en conventionnel pur et dur, en tendance canal historique, la Beauce. Mais en même temps, le bio a aussi une limite, il bute sur le problème du travail du sol, qui est parfois beaucoup trop important, alors même que c'est bien le travail du sol qui, lorsqu'il est trop important, nuit au maintien de la matière organique dans le sol, laquelle matière organique dans le sol a une importance fondamentale, à la fois lutte contre l'érosion, et puis ça maintient la porosité du sol, laquelle maintient la quantité d'eau disponible dans le sol, et puis tout cela maintient la capacité des sols à absorber le carbone. Je vous écoute. Oui, une des questions qui se pose, c'est aussi l'usage de plus en plus massif ces dernières décennies de consommer de la viande et donc d'utiliser une bonne partie des ressources agricoles à nourrir du bétail pour que tout le monde ait accès à la viande. Alors, ça recule la consommation carnée recule dans les pays développés légèrement, mais augmente considérablement dans les pays dits en voie de développement. Et conséquemment, est-ce que ce n'est pas une trajectoire qui est aussi lourde de menaces à l'échelle de l'humanité? Ah bah évidemment, si tout le monde se met à manger autant de viande qu'un Américain, c'est mort, c'est terminé, ça c'est sûr. La question n'est pas d'arrêter de manger de la viande, elle est de baisser fortement notre consommation. Selon les études, c'est entre 30 et 50% en France. Il faut bien voir qu'il ne faut pas tomber dans une autre forme de réductionnisme, à tout résumer par les seules émissions de carbone. Effectivement, on arrête de manger de la viande, sauf qu'il y a un apport, en tout cas pour les élevages à l'herbe, il y en a quand même beaucoup en France et en Europe du Nord en tout cas, apporte
d'autres services environnementaux qui sont le maintien de prairies, lesquelles prairies, comme les forêts, mais en particulier les prairies, apportent des services écosystémiques fondamentaux en matière de biodiversité, de puits de carbone, de régulation hydrographique, etc., etc. Les prairies sont des milieux foncièrement importants dans la mosaïque paysagère qui constitue nos régions. Donc, c'est pas ne plus manger de viande, c'est moins en manger, c'est sûr, et en manger une. C'est bien pour ça que ce que l'on met dans l'assiette est fondamental. C'est parce que ça dessine les paysages qu'il y a autour de nous. C'est manger une viande, on va dire, oui, tracée parce qu'elle est élevée à l'herbe, qui a poussé pas trop loin de chez nous et dont les effluents iront ensemencer des champs pas loin. Enfin, c'est comment dirais-je, c'est la polyculture élevage dans ce qu'elle a de caricatural, mais vers quoi il faudrait revenir un peu partout en France et qui est le support de l'agriculture biologique. J'ai une question. J'ai lu il n'y a pas longtemps que la majorité des animaux, en fait, sont plus dans les champs. Je sais, le pourcentage était effrayant. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas si je suis bien informé, mais que la grande majorité des animaux, en fait, ne sortaient plus et restaient. Pour les monogastriques, oui, pour plein de raisons, effectivement. Pour les ruminants, non. La majorité des ruminants en France, j'ai pas les chiffres, sont à l'herbe et en tout cas, l'essentiel de leur bol alimentaire est constitué de foin. Après, oui, effectivement, si demain on voulait mettre tous les cochons et toutes les poules en extérieur, je ne sais pas s'il y aurait suffisamment de surface agricole utile en France. Après, de toute façon, on peut pas raser gratis ou avoir des cochons les uns sur les autres, ça me plaît pas. Est-ce qu'on peut faire autrement? J'en sais rien. Donc la seule façon de leur mettre de l'espace, c'est d'en manger moins, ça c'est sûr. En tout cas, il n'y a pas de solution, propre à tous les sens du terme, d'autant moins que le débat il est pollué par une dimension philosophico-émotionnelle, et dès lors qu'on met de l'émotionnel là-dedans, ça devient vite compliqué d'avoir un débat de fond, d'avoir un débat un tant soit peu scientifique. En tout cas, j'insiste là-dessus, l'élevage peut aussi et a souvent un bénéfice environnemental si tant est qu'il soit mesuré, mais tout dépend, encore une fois, du type d'élevage que l'on veut, par le type d'achat que l'on fait pour se nourrir. Je me souviens... Pardon, vas-y Laurent. Ce qui en soi est quelque part presque une bonne nouvelle, c'est qu'on a encore un peu de prise sur le système, ne serait-ce que par nos achats. Ah bah évidemment, le seul problème, c'est que lancer cette agriculture différente, qui est à la fois très agronomique, très technique, très au sol, une agriculture aussi plus intensive en main-d'œuvre, c'est une agriculture qui produira des produits qui coûteront plus cher. Donc, qui ne sera pas accessible à tout le monde. Il ne faut jamais oublier en plus que cette agriculture est poussée aussi par des injonctions alimentaires qui sont très souvent mal vécues par les gens qui ont peu de moyens. On s'intéresse toujours au frigo des pauvres, jamais au frigo des riches. À moins que ce qui fait que l'agriculture est ce qu'elle est, qui est en grande partie liée et à la pression des industriels, mais surtout en dernier lieu à la pression de la grande distribution, qui est le grand racketteur du système agroalimentaire, à moins que cette pression diminue. Et là, c'est le rôle du politique. Mais là-dessus, le politique, dans ce domaine comme dans d'autres, on ne peut pas dire qu'il soit équipé d'un courage phénoménal. Oh. C'est pas comme ça. Je me rappelle. Très courageux. Je les trouve très courageux. Ils défendent les industriels et la grande distribution avec beaucoup de courage contre l'opinion publique. C'est vrai. C'est vrai, Pierre-Henri. Je me souviens d'une conférence de Frédéric où vous recommandiez d'éviter les supermarchés comment dirais-je, en disant que les consommateurs finalement avaient le pouvoir de choisir ce qu'ils mangeaient et que cela pouvait avoir une vertu. Est-ce que les consommateurs eux seuls sont suffisants ou est-ce qu'il faut une alliance consommateur politique? C'est les deux, forcément, mais on voit ce que ça a changé. C'est Yuna Chifolo de l'INRAE à Montpellier, dont j'ai préfacé le dernier livre, là, qui justement restitue ses travaux de recherche pendant le confinement, qui ont montré, en France et dans 8 autres pays, qui ont montré un changement de pratique des Français, qui risque de changer dans l'autre sens à nouveau, à savoir que les Français ont redécouvert que et les paysans dans le coin et les commerçants locaux, finalement, étaient aussi modernes, voire plus, parce qu'ils ont été plus dynamiques pour proposer autre chose, et que ça les réassurait dans cette période de stress qui a été le premier confinement, parce qu'ils se sont rappelés que manger, c'est avant tout créer un lien social, et qu'on a confiance qu'avec un lien social, en identifiant plus ou moins les producteurs et les distributeurs. Donc du coup, les Français, dans un premier temps,
sont allés massivement vers les commerçants locaux, mais en même temps, ils sont aussi retournés vers les hypermarchés. C'est toute la dualité que l'on a observée. Pourquoi ? Parce que les supermarchés et les hypermarchés, ils monopolisent toute la distribution, parce que les hypermarchés et les supermarchés, avec la voiture, ont monopolisé l'aménagement du territoire à leur seul profit. Et c'est là où le rôle du politique il est important, c'est d'appliquer les lois, il n'y a pas besoin d'en avoir plus, d'appliquer le code de l'urbanisme et le droit de l'environnement pour interdire la construction de nouveaux centres commerciaux. Malheureusement, en maint endroits en France, on ne peut plus faire ses courses autrement que dans ces super et ces hypermarchés. Je rappelle un chiffre, 80% des produits bruts produits par l'agriculture française sont achetés par la grande distribution. Et la grande distribution, c'est 4 centrales d'achat, dont une, la plus importante, Leclerc, est défiscalisée, est installée à Bruxelles pour des questions de défiscalisation. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous voulez que l'agriculteur qui a du mal à gagner sa vie fasse avec des gens qui négocient de toute façon toujours des prix sous le prix de revient? Allez leur dire aux agriculteurs de produire mieux, oui, mais à quel prix on leur achète leurs produits? C'est le prix fixé par ces racketteurs que sont les distributeurs. D'accord. On va sortir du contenu de vos articles pour aller un peu plus loin dans une deuxième partie. Et je propose qu'en fait, on pose une question et chacun de vous y répond à son tour. Et ma première question, ça va être pour Pierre-Henri Gouillon pour commencer. C'était la question des lobbies que vous avez effleuré et puis qui est revenu un peu comme un requin qui tourne autour de sa proie dans vos différents propos. Alors, ont-ils vraiment autant d'influence que ça sur le politique et est-ce qu'ils conditionnent vraiment notre façon de nous nourrir aujourd'hui? S'ils avaient une influence que sur le politique, ça ne serait pas si grave que ça parce qu'on pourrait faire un contre-pouvoir. Ils ont beaucoup plus d'influence que ça. En réalité, il faut raconter une petite histoire. En fait, cette histoire, elle commence le 15 décembre 1953. Le 15 décembre 1953, dans un hôtel de New York, le premier ingénieur social d'une nouvelle génération rencontre les grands cigarettiers américains, tous, et leur dit, voilà, on va montrer que le tabac donne le cancer du poumon. Si vous vous contentez de dire que c'est pas vrai, vous ne serez pas crédible. Ce qu'il faut, c'est que vous créiez une controverse scientifique majeure autour de cette question. Et il faut arriver à faire croire, à mettre en avant le fait que le cancer du poumon est quelque chose de parfaitement multifactoriel, premièrement, et que donc il faut plus de recherches pour savoir exactement quelles sont les causes du cancer du poumon. Les cigarettiers ont bien compris la leçon, ils ont travaillé avec ces ingénieurs sociaux et il a fallu attendre la fin des années 90, c'est-à-dire qu'ils ont gagné plus de 40 ans de réglementation avant qu'il soit vraiment admis que effectivement une majorité des cancers des poumons étaient dus au tabac. Et vous voyez, c'est intéressant. Bien sûr que c'est multifactoriel, le cancer du tabac, mais il y a un facteur qui était beaucoup plus important que les autres, c'était le tabac. Eh bien, la biodiversité, c'est la même chose. Mais simplement, on est 70 ans plus tard. Donc, ils ont eu le temps d'améliorer leur technique. La biodiversité s'effondre essentiellement à cause des pesticides. Et quand je dis pesticides, je dis bien pesticides, c'est-à-dire herbicides, fongicides, insecticides. Donc, voilà, tout. Et cette biodiversité s'effondre à cause de ça, mais bien sûr, l'effondrement de la biodiversité est multifactoriel. Il y a le problème du fait qu'on enlève des haies autour des champs, il y a le problème du fait qu'on met des autoroutes, ça a été d'ailleurs cité tout à l'heure. Effectivement, tout ça existe, et le jeu des industriels, c'est de mettre en avant ces trucs-là pour qu'on ne voit pas que c'est leurs molécules qui sont le premier facteur de perte de la biodiversité. Et comment faire? Il y a plein de méthodes. Par exemple, les abeilles sont en train de mourir. On va subventionner toutes les recherches qui expliquent la disparition des abeilles sans parler de pesticides. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit parasite qui s'appelle le varroa. C'est pas bien pour les abeilles. Alors, crac, on met plein d'argent pour faire de la recherche sur le varroa. Il y a un virus bidule qui est pas bon. On met de l'argent sur le virus. Il y a les frelons asiatiques. On met de l'argent sur les frelons asiatiques. Du coup, dans la littérature, vous avez une somme de trucs qui vous disent que les abeilles s'éteignent pour plein de raisons autres que les pesticides. Et n'importe quel scientifique devant ça va de bonne foi. Et je me suis fait avoir longtemps. Va de bonne foi se dire, oui, c'est multifactoriel, c'est compliqué, il faut plus de recherche. En réalité, on est exactement dans la même situation que pour le tabac. Bien sûr que c'est multifactoriel, bien sûr qu'il faudrait plus de recherche, mais il y a un facteur qui est loin au-dessus des autres, c'est les pesticides. Et donc, il faudrait
arrêtez de se faire avoir. Et donc, vous voyez, il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que les dirigeants politiques, c'est tout le monde qui se fait avoir, y compris les membres de la communauté scientifique. Regardez leur dernier rapport de l'IPBES. Alors, l'IPBES, c'est quoi, hein? C'est la plateforme intergouvernementale mondiale, comme le GIEC, mais pour la biodiversité, si vous voulez, hein, qui traite de biodiversité. Eh bien, là-dedans, les pesticides sont en filigrane partout, mais ils sont explicitement presque nulle part. Vous les verrez pas du tout comme un facteur important. Ils sont, on vous dit qu'il y a un changement d'agriculture. Ah bah oui, alors évidemment, les pesticides sont dans le changement d'agriculture. On vous dit, etc., etc. Donc en réalité, c'est tout le système agricole qui est en cause, parce que il faut bien comprendre que notre agriculture est fondée sur les pesticides. Actuellement, on a fichu en l'air toute la diversité des plantes cultivées. Ces plantes sont incapables de se défendre contre la moindre maladie, et on ne peut pas faire de l'agriculture actuelle sans pesticides. Et le résultat de ça, c'est une baisse complète de la biodiversité. Alors, ce que je vous dis là, j'ai à peine le droit de le dire. Je vous signale que ça s'appelle aujourd'hui de l'agribashing, qu'il y a une cellule de la gendarmerie qui s'appelle Déméter, quand même, il fallait le faire, de l'appeler Déméter, qui peut me poursuivre pour avoir dit du mal de l'agriculture. Je dis aucun mal des agriculteurs, je dis un mal du modèle agricole. Tant qu'on ne changera pas ce modèle, on ne pourra rien faire pour que la biodiversité arrête de s'effondrer. On a entendu donc là le témoignage d'un chercheur engagé. Vous reconnaissez d'ailleurs que ces discours vous ont longtemps fait douter, mais du point de vue de l'observateur extérieur que vous êtes, Frédéric Danet, quelle est votre position? Est-ce que vous corroborez ce que ressent Pierre-Henry ou est-ce que vous nuanceriez? Sans vous demander d'aller dans la case prison dans l'agrobashing. Je nuancerai, j'en sais rien, mais moi ce que j'observe, c'est que les lobbies ne font qu'occuper le terrain laissé libre par la lâcheté des politiques. Ils font leur boulot, leur business, c'est de gagner du fric, point, c'est tout. Et ne s'oppose à eux que la société civile, avec les chercheurs, avec 12 autres auteurs journalistes, avec les citoyens parfois par le fait de ne pas acheter. Mais pour le sujet que je connais un peu, qui me fait être devant vous ce soir sur l'alimentation, il est évident qu'il y a du lobbying, mais un lobbying très subtil. La grande distribution, par exemple, qui est l'ami du peuple, comme vous le savez, qui est un philanthrope, le lobbying, il est simple, c'est vous, maire, vos ressources financières ne viennent que des taxes foncières, on va s'installer chez vous, donc avec les taxes que vous allez avoir, vous allez pouvoir rénover le gymnase, en plus on va vous aider un peu, et en plus on va vous financer les maillots de l'équipe de foot. Comment voulez-vous qu'un maire dise non, dans la mesure où le maire, les subsides qui viennent de l'État sont en portion congrue depuis 2008. Le lobbying, il se fait comme ça, tout simplement comme ça. Et quant au lobby de l'agroalimentaire, alors là, pour le coup, il y a le même cas qu'avec le tabac. Vous savez, aux États-Unis, un labo avait besoin de vendre une famille de molécules qui s'appelle les statines. Elle a donc surgonflé le risque représenté par le cholestérol, et tout ça a bénéficié à l'industrie du sucre, qui a compensé l'absence de gras dans les produits ultra-transformés par le sucre. Et aujourd'hui, on le voit bien avec la pandémie de Covid-19 a rencontré la pandémie d'obésité, laquelle est liée à la pandémie de pauvreté. Et tout cela est lié effectivement à une industrie, à des dealers de sucre. Quelle industrie agroalimentaire qui nous font acheter, en particulier les plus pauvres, qu'ils ont transformé pour beaucoup, et je pèse même pas mes mots, c'est une réalité médicale, qui ont transformé beaucoup de gens qui ont peu de moyens et qui bouffent de la merde, c'est-à-dire des produits ultra transformés, qui les a transformés en drogués, parce que le sucre agit sur le cerveau exactement comme la cocaïne ou comme la nicotine. Voilà, on a deux lobbies qui joue un peu à qui perd gagne, mais je pense quand même que le pire est celui de l'agroalimentaire, parce que c'est lui qui fixe les prix en définitive. Moi, ce qui me chagrine, si vous voulez, c'est que face à ces lobbies, on est capable d'agir dès lors qu'un politique a envie de faire les choses. Moi, je l'ai vu partout dans les collectivités. Et c'est là où on voit que la France change. C'est mon côté optimiste. Moi, je constate que dès lors qu'un politique décide d'agir, globalement, les choses se font. Et pour finir là-dessus rapidement, même le lobby de l'agroalimentaire met de l'eau dans son vin, si j'ose dire, en changeant ses formulations. C'est grâce à des gens comme Yuka, par exemple, ou grâce à des industriels comme Michel et Augustin, qui ont un peu changé leur façon de faire avec un succès économique. Voilà, ça peut changer, mais c'est long, et en tout cas, ça fait des dégâts avant que ça ne change.
J'ai une remarque, moi, qui me donne le vertige quand j'y pense. C'est dans une émission précédente, on parlait de l'essor du capitalisme et du système économique et de son emprise sur le monde. Et quand on pense que l'essor du capitalisme vient du commerce triangulaire et que ce commerce triangulaire est venu de l'addiction, entre autres, du sucre, puisque c'est grâce aux plantations de canne à sucre. Enfin bon, on voit comment la boule de neige a commencé et à quel point maintenant elle est vaste et à quelle vitesse elle nous déboule dessus, quoi. Enfin, je voulais juste lier les émissions entre elles. Quand on voit tout ça, je trouve ça assez effrayant, quoi. Je sais pas si vous avez des idées pour la dévier, la faire stopper ou la scinder. Non, mais pour moi, le sucre, c'est vraiment un facteur de civilisation ou de décivilisation aujourd'hui. Le sucre rend addict, le sucre rend obèse, le sucre modifie à haute dose le microbiote de notre écosystème intestinal qui, du coup, se modifie de façon à ce que le corps ne puisse plus faire autrement qu'avaler un maximum de sucre. Je résume un peu, c'est ce que montre Marc-André Sellos au muséum, notamment. C'est terrifiant, le sucre. Et pour le coup, le lobby a fait qu'on ne s'est inquiété du sucre que très récemment, dès lors que c'est devenu trop gros. Le lobby du sucre a tout fait et a réussi pour qu'on tape sans arrêt sur le cholestérol, le bon et le pas bon. C'est assez fascinant. Et ça a été servi par le marketing, par la pub, qui nous font acheter tout et n'importe quoi en jouant sur notre cerveau limbique. Voilà, c'est terrifiant, mais allez, au 15e degré, c'est fascinant. Mais c'est quand même dégueulasse. Et c'est intéressant de voir que c'est pour la betterave à sucre qu'on a relancé le néonicotinoïde. Ah oui. Je veux dire tout boucle, quoi. Hein, on abordera également les questions de pistes pour essayer de remédier à cet état de fait. Je voulais revenir aussi sur une remarque faite par Pierre-Henri sur justement le fait que notre cerveau nous donne une mauvaise vision des choses. Est-ce que vous pouvez réagir tous les deux brièvement sur cette idée de syndrome de l'autruche ou de déni que nous pouvons avoir face à ce type de mauvaises nouvelles, et ensuite nous essaierons de voir quelles seraient les pistes d'amélioration que l'on pourrait implémenter. Donc, qui veut répondre sur la politique de l'autruche? Pierre-Henri, vas-y. La perception par le cerveau. Bon, ouais. J'ai pas grand-chose à dire. Bon, il y a eu un certain nombre de best-sellers sur ce sujet, dont Le Bug Humain, hein, que beaucoup d'entre vous certainement ont lu. Il y a effectivement, nous ne sommes pas équipés, sans doute par l'évolution ne nous a pas équipés pour être capables d'envisager des questions de cette ampleur-là. Et pour voir notre propre action à cette échelle-là. Je pense que c'est une grosse difficulté et on l'a bien vu avec le changement climatique. Au début, quand les gens ont entendu parler de changement climatique, ils ont trouvé ça plutôt rigolo. C'est comme quand on vous raconte l'histoire de loup, de grand méchant loup quand vous êtes petit, vous trouvez ça plutôt rigolo. Mais si jamais vraiment le grand méchant loup est à la porte, là, vous rigolez plus du tout. Et donc, quand les gens se sont rendus compte que c'était pas seulement un truc pour se faire peur, mais que ça allait arriver pour de vrai, là, ils ont commencé à chercher une porte de sortie. Et il y a eu des portes de sortie faites avec des marchands de doute. Hein, le même principe que ce que je disais tout à l'heure, c'était pas pour le tabac, c'était pas pour la biodiversité, mais c'était pour le climat. C'est les mêmes fondations, les mêmes systèmes qui s'occupent de tout ça et qui ont effectivement lancé des gens qui racontaient que c'était pas vrai, que le changement climatique soit n'existait pas, soit était pas dû à l'homme, etc. Donc, et les gens se sont massivement tournés vers ça. Et je me souviens très bien, il y a quelques années, mes collègues climatologues étaient désespérés de voir des bouquins d'Allègre en tête de gondole dans les librairies, alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour montrer qu'il mentait. Mais n'empêche que c'était quand même lui qui vendait parce que c'était ça qui rassurait les gens. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan du changement climatique, on en est un peu sorti. Je pense que sur le plan de la biodiversité, en revanche, on est très très loin d'en être sorti. Et le problème, c'est qu'on est dans une course contre la montre parce que si je vous dis que 80% de la biomasse d'insectes a disparu au cours de 30 ans, dans 30 ans, là, ça sera plus que, si jamais il en disparaît encore proportionnellement autant, eh bien, ça voudra dire qu'il reste plus grand-chose. Et donc, je pense qu'on est dans une course contre la montre à l'heure actuelle, où si les citoyens du monde entier ne comprennent pas qu'ils sont en train de courir à un monde absolument invivable, eh bien, on va effectivement y arriver. Et je pense que malheureusement, ça peut faire peur, ça peut être désagréable, mais je ne vois pas comment être rassurant et gentil devant ce problème.
Je n'avais pas l'intention d'être rassurant. Est-ce qu'on peut évoquer quelques pistes et puis vous me direz ce que vous en pensez? Une des principales pistes serait naturellement d'appliquer un principe pollueur-payeur de façon plus systématique et de rémunérer les services écosystémiques rendus par des agricultures plus respectueuses du vivant. Qu'est-ce que vous en pensez fondamentalement, Frédéric? Bah oui, c'est effectivement ce qu'il faudrait faire, c'est oui, les paiements pour services écosystémiques, c'est ce qu'on appelle les PSE, ça se met en place, mais c'est compliqué. Ça, philosophiquement, c'est aussi compliqué parce que ça revient à conférer un prix à la nature, selon quels indicateurs on les a pas, selon quelles formules on les a pas. Voilà, là-dessus, c'est pas très robuste. Mais effectivement, c'est une source. Ce serait une source non pas de progrès, ce serait un levier, pardon, très important pour les agriculteurs, à qui, encore une fois, on demande tout, et son contraire, on leur demande de produire mieux, pas cher, plus sain, avec de la biodiversité, sans qu'ils fassent chier, sans qu'ils brûlent des pneus, sans que tout ça avec un foncier qui ne leur apporte pas grand-chose, avec des retraites ridicules, qui les poussent à vendre leurs terres, etc., etc. En fait, le problème essentiel, encore une fois, pour l'agriculture, c'est le problème du prix. C'est à quel prix on leur achète leurs produits. Tant qu'on leur achètera sous le prix de revient, ils feront rien. Alors l'État peut compenser en faisant, comme aux États-Unis, une aide directement au prix, une subvention au prix. Ça aussi, c'est une idée. Une subvention au prix qui peut être déguisée par des contrats sur plusieurs années pour fournir les cantines scolaires ou les restaurants des hôpitaux des administrations. C'est ce que font de plus en plus de communes, pardon. C'est ce que font aussi beaucoup d'agglomérations dans le cadre des plans d'alimentation territoriale. Alors, pour en revenir à en fait, ça revient à payer les agriculteurs pour l'entretien d'un sol couvert, pour l'entretien de parcelles moins pulvérisées. Donc, ça revient à finalement rémunérer plus que le prix auquel ils sont habitués à être réglés. Ça revient à rémunérer les agriculteurs pour moins dégradés. Donc, finalement, ça donne une valeur approchée à des services écosystémiques, mais on pourrait mettre ça en place de façon plus systématique. C'est en train de se mettre en place, ça va être très très long parce que ça remet en cause toute la PAC, mais la PAC pourrait être modifiée à l'avenir parce que je sens qu'à l'échelle de l'Europe, on va ressortir une directive sol. Il y a une chercheuse formidable qui s'appelle Claire Chenu qui travaille là-dessus de près ou de loin, qui assujettirait le paiement des subventions au respect d'indicateurs de résultats en matière de biodiversité des sols. On en prend le chemin, mais ça veut dire de toute façon, je pense que l'alimentation coûtera plus cher à l'avenir. Donc, quels vont être le secours public pour permettre à chacun de manger mieux pour avoir des paysages de meilleure qualité? Je ne sais pas. En tout cas, la question se pose. Ah oui, je rappelle que la PAC, c'est la politique agricole commune. Pardon, oui. Budgétaire que l'Europe distribue aux différents pays pour les aider à soutenir leur agriculture et qui oriente donc les politiques agricoles et elle est en cours de négociation ou elle est déjà négociée? Elle est en cours de négociation, mais ça ne marche pas dans le sens que l'on aimerait. Pas du tout, il faudra sans doute attendre la suivante. Dans 7 ans, c'est ça? C'est ça. D'accord. Il y a quand même urgence. Enfin, je me rappelle, il y a ne serait-ce que 2 étés, le sol devant chez moi, il n'a pas plu je suis en Bourgogne, il n'a pas plu pendant tout l'été. Et ça m'a rappelé le Dust Bowl quand justement, pour des raisons de subvention, les agriculteurs ont été contraints de retourner une partie de ces terres parce qu'ils ne touchaient pas les subventions, expliquait-il, s'ils ne retournaient pas à date fixe. Voilà. Comme il n'avait pas plu, on ne voyait plus rien à 10 mètres, il y avait de la poussière partout. Donc ça m'a rappelé ces régions d'Amérique du Nord transformées en désert littéralement par l'action agricole dans les années 1930. Est-ce que finalement les agriculteurs ne commencent pas eux à prendre conscience justement des problèmes qui les attendent? Je ne sais pas si Pierre-Henri veut répondre ou si on relance Frédéric dessus. Pierre-Henri. Bon, je pense que je peux commencer à répondre et puis Frédéric complétera. Premièrement, d'ailleurs, je suis biologiste parce que c'est ça mon métier. Je travaille sur la diversité du monde vivant dans les populations naturelles essentiellement, mais j'ai une formation d'agronome et ça m'a amené d'ailleurs à retourner vers les problèmes agronomiques parce que une fois que j'ai commencé à comprendre à peu près comment fonctionnait la biodiversité dans la nature,
je me suis rendu compte qu'en réalité, longtemps, elle avait fonctionné pareil dans les champs, que les paysans du néolithique jusqu'au XXe siècle ont créé de la diversité dans leurs champs grâce au fait qu'ils ressemaient leurs plantes et que du coup, eh bien, ils choisissaient les meilleures semences pour la génération d'après et qu'ils fabriquaient de la diversité. En réalité, l'agriculture a fabriqué de la diversité jusqu'au milieu du XXe siècle et à ce moment-là, elle s'est mise à arrêter de la fabriquer. Au contraire, elle s'est mise à l'exploiter et on a créé au XXe siècle une agriculture qu'on peut appeler minière, une agriculture extractiviste, une agriculture qui prend ce qui existe et qui l'extrait sans le remettre. Jusque-là, on fabriquait de la diversité grâce à la sélection. À partir du moment où on a arrêté de laisser les agriculteurs possesseurs de leurs semences et où on a donné tout ça à quelques semenciers qui procèdent toutes les semences du monde et qui les distribuent sur des millions d'hectares, eh bien, on a commencé à détruire cette diversité. Et c'est comme on n'a plus de diversité dans les plantes, eh bien, on n'a plus de diversité nulle part. Alors, les agriculteurs se rendent bien compte que le système va pas bien. La plupart des agriculteurs sont malheureux et c'est scandaleux qu'on les ait amenés dans une situation aussi catastrophique. Le malheur, c'est qu'ils se font avoir et ils croient que si jamais ça va pas, eh ben, c'est pas parce que le système dans lequel ils sont est pas le bon, mais parce que on les traite mal dans le cadre de ce système. Or, le problème, c'est que tant qu'ils sortiront pas du système en question, ils continueront à être malheureux et à être maltraités. Si effectivement, il faut que la politique agricole commune revoie considérablement ses objectifs, il faut qu'on remette en place une agriculture, une agroécologie, c'est-à-dire une agriculture dans laquelle on va utiliser l'écologie des champs pour produire de façon durable et de façon respectueuse de l'environnement. Ça va être plus cher, ça demande plus de monde, beaucoup plus de monde. Dans les années 1950, on a vidé les campagnes de façon très active. On a créé l'exode rural parce qu'on pensait qu'il fallait ramener des gens en ville pour les mettre dans les usines et qu'ils ne demandent pas des salaires exorbitants. On n'a plus besoin de gens dans les villes pour mettre dans les usines. On ne sait plus quoi en faire des gens qui sont dans les villes. En revanche, on a besoin de gens dans les campagnes pour faire une agriculture, pour faire de l'agroécologie, pour faire de la permaculture, pour faire une agriculture durable. On a besoin de ça. Il faut effectivement, dans ces conditions-là, le coût de la vie est moindre. Le fait de se procurer de la nourriture, ça devient beaucoup plus facile. Et puis, il y aura moins de pauvres qui peuvent rien s'acheter si jamais ils sont à la campagne que si jamais ils sont en train de vivre le chômage en ville comme à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il faut autant d'efforts que ce qu'on a mis pour vider les campagnes, il faut faire le chemin inverse aujourd'hui. Le problème, c'est que les États n'ont rien compris à ça. Ils ont l'habitude, on a l'habitude de dire que c'est mieux d'envoyer les gens en ville. Et puis tout le monde nous dit, ah bah oui, mais dans quelques années, il y aura 90% des humains vivront dans des villes. Mais mon Dieu, mais il faut surtout pas ça. Donc, si jamais on en arrivait à ce qu'effectivement 90% des humains soient en ville, c'est foutu. Donc, il faut absolument prendre des attitudes responsables, qu'on remette des gens dans les campagnes, qu'on leur donne du travail, qu'on leur permette de faire ce qu'il y a à faire pour que l'agriculture soit durable. Tout ça peut se faire, mais le malheur, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, ceux qui sont aux commandes, soit par incompétence, soit parce qu'ils obéissent au lobby, les deux vont souvent ensemble, eh bien, n'ont pas la moindre idée du fait que c'est ça qu'il faut faire. J'ai une petite remarque, une petite anecdote. Je discutais avec un collègue qui venait de l'industrie, qui a repris une ferme. Donc, il était zéro agriculteur au départ. Il s'est mis à faire de l'agriculture. Il m'expliquait qu'en fait, toutes les contraintes pèsent sur l'agriculteur. Je veux dire, l'aléa climatique, c'est pour lui. L'aléa du prix, c'est pour lui. L'aléa de l'assurance, etc., c'est pour lui. Tous les problèmes, tout le système vertical avec sur le côté les fournisseurs de matériel mécanique, les fournisseurs de matériel chimique, tout le monde s'est protégé des aléas et petit à petit, le système, par le système de pot de fer contre pot de terre, j'oserais dire, a mis l'aléa sur l'agriculteur. Du coup, ça ne fait pas du tout rêver d'être agriculteur. En fait, le problème, c'est que la solution qu'ont trouvé les agriculteurs, c'est de s'associer dans un syndicat puissant qui est la FNSEA et qui va les défendre quand il y a un problème comme ça. Sauf que la FNSEA a malheureusement pris le pli de dire on va défendre les agriculteurs dans le cadre du système et on va se battre contre le fait que le système change. Le jour où la FNSEA défendra vraiment les agriculteurs, eh bien, elle demandera à ce que le système change. Mais pour le moment, c'est très dangereux pour un agriculteur de ne pas être à la FNSEA parce que le jour où il y a un aléa comme ceux dont tu parles, eh ben, il sera tout seul pour se défendre. Donc, du coup, les agriculteurs sont massivement dans le même syndicat, le syndicat qui, justement, essaye que rien ne change et que rien ne s'améliore.
Et quand on voit les émoluments des dirigeants du syndicat, on peut se poser des questions sur qui ils défendent vraiment. Mais bon, je ne voudrais pas être très primaire dans mes attaques. Et du coup, on a besoin, les agriculteurs, si on veut passer d'un modèle peu d'agriculteurs soumis dans un système qui les écrase à des agriculteurs plus nombreux, ça veut dire créer une force populaire, ça veut dire que le politique, qui est quand même beaucoup plus... Allez, je ne vais pas leur donner de mauvaises intentions. C'est beaucoup plus simple de gérer avec un lobbyiste qui représente une grande force qu'avec une multitude qui est représentée de volontés différentes. Enfin, on sait que la démocratie, c'est complexe à gérer. Et là, ça veut dire réintroduire de la diversité, du conflit. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler la démocratie. Comment faire que le politique, justement, accepte de prendre son rôle véritable, c'est-à-dire de gérer cette discussion, cette diversité, cette complexité, plutôt que de se soumettre facilement avec un tel qui verse un chèque pour la campagne prochaine, quoi. Le politique, de toute façon, aujourd'hui, ne fait qu'encadrer les tendances fortes du moment. Le politique n'a plus de vision. C'est marrant, hein, Giscard d'Estaing est mort. C'est sous son mandat qu'ont été votées les 2 lois fondamentales de l'environnement, les 10 et 19 juillet 76. Après, on en pense ce qu'on veut. Il a électrifié la France, il a nucléarisé la France, il a amené le TGV, il a amené le téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait un politique qui, quand il avait une vision, utilisait le système pyramidal pour imposer cette vision à tous. Aujourd'hui, les politiques n'ont plus de vision et ils regardent donc les tendances et puis ils essayent de les accompagner et de faire comme si les tendances, c'est eux qui les avaient initiées. Et moi, ce que je vois partout ailleurs que dans les grandes villes, à la campagne et ailleurs, c'est des politiques qui effectivement observent et dès lors qu'il y a une tendance forte, ils les accompagnent. Donc le politique ne changera, alors qui de la poule et de l'œuf, c'est toujours pareil, mais le politique ne changera que dès lors que la société aura atteint une masse critique de changement. Et c'est pareil pour la FNSEA, il y a des contradictions internes énormes au sein de la FNSEA entre comment dirais-je, allez, les anciens et les modernes, et c'est un jeu politique qui fera ou non changer la FNSEA, qui observe, comme partout, comme moi et d'autres, que le monde agricole, il est en train de changer. Il est en train de passer à la couverture des sols, il est en train de passer au moindre labour, il essaye de pulvériser moins, il essaye de passer au bio, non pas en tant qu'objectif en tant que tel, mais comme horizon que l'on se met face à soi, vers lequel on va aller par des chemins que l'on aura choisis soi-même. Et les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés. Et d'être accompagnés par quoi? Alors certes, c'est de l'argent, mais c'est avant tout de la formation, parce que dès lors que vous faites de l'agroécologie, vous refaites de l'agronomie qui se fait à la parcelle. Et dans les centres de formation agricole et dans les lycées agricoles, on ne peut pas dire que pour l'instant, les formateurs soient en nombre important et toujours de qualité. Et en tout cas, il y a un système qui est en train de changer parce qu'il y a une demande, une grosse minorité qui est en train de demander le changement, et notamment, vous l'avez cité Laurent, par des gens qui ne sont pas issus du monde agricole et qui se mettent à l'agriculture pour changer de vie, et qui se mettent à l'agriculture avec une autre vision des choses, plus écologique, on va dire, avec plus de questions que de réponses toutes faites. Et c'est ça que je vois, moi. Il y a ce changement qui est en train de se faire et qui finira par être accompagné, qu'il est en partie déjà, par les pouvoirs publics et par le syndicat majoritaire. Il faut espérer que ça aura lieu rapidement. Je propose de passer sur la 3e partie, c'est-à-dire justement glisser vers cet horizon, vers l'avenir. Alors, j'ai presque envie de vous lancer un peu par provocation sur les thèses effondrement, radicalement. C'est-à-dire, je me rappelle par exemple un ouvrage de science-fiction, Le paradoxe de Fermi, pour ne pas le nommer, qui a une phrase assez terrible. Le personnage erre dans une Europe post-effondrement, ça s'effondrait d'un seul coup, et il dit, mais en fait, plus personne n'arrivait à se nourrir parce que les semenciers n'étaient plus là pour distribuer les graines et que les paysans ne savaient plus fabriquer des graines, et donc tout le monde mourait de faim. Il décrit ça, c'est l'Europe, et il écrit ça en 2007, de mémoire. Est-ce que c'est un scénario crédible? C'est-à-dire que si du jour au lendemain, l'agriculture se retrouve coupé de son flux industriel, je dirais, flux énergétique, flux génétique à travers le contrôle des semences, est-ce que vraiment nous en serions là? C'est-à-dire dans une tension alimentaire telle
que nous pourrions nous diriger vers un effondrement soudain? Alors, juste, ça ouvre la question. Alors, je la pose spécifiquement parce que je sais que vous avez une pensée complexe et que vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette notion d'effondrement et elle peut se critiquer. Qui a envie de répondre? Bon, je peux commencer. Premièrement, effectivement, le système, la prise en main du système des semences par le lobby des semenciers, hein, qui est formalisé sous l'appellation GNIS, hein, Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants, et effectivement, ils se sont arrangés pour avoir un quasi-monopole sur les semences. Ceci dit, les agriculteurs ne sont quand même pas aussi incultes que ça, et je pense qu'il ne leur faudrait pas un travail de fou pour réapprendre à fabriquer des semences. Ça, c'est un peu exagéré. Simplement, le problème, c'est qu'effectivement, il faudrait dans un premier temps qu'ils repartent pas des semences qu'ils ont, parce que les semences qu'ils ont actuellement, elles sont faites pour le système industriel. Elles ne peuvent pas se passer de quantité déraisonnable d'engrais, elles ne peuvent pas se passer de quantité déraisonnable de pesticides. Heureusement, il y a quand même déjà des agriculteurs qui s'appellent eux-mêmes plutôt paysans qu'agriculteurs, qui font des semences paysannes et qui sont en train de reconstituer des stocks de semences qui sont parfaitement capables de fonctionner dans de l'agriculture durable, parce que évidemment, c'est pas la même sélection qu'il faut faire pour avoir des plantes qui vivent dans un champ dans lequel on met pas des quantités de pesticides, on met pas de pesticides et on met comme engrais juste ce qu'il y a comme fumier. J'en profite pour dire qu'effectivement, les vaches à l'herbe, c'est très bien, mais même aussi un petit peu, ça produit du fumier quand c'est dans l'étable, et ce fumier, il permet de remettre de l'azote dans les champs sans avoir besoin de faire de la chimie. Donc, les animaux sont extrêmement utiles dans les fermes à beaucoup de points de vue, à condition qu'il n'y en ait pas trop, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, effectivement, je pense que les agriculteurs seraient parfaitement capables de refaire ça. À l'heure actuelle, le problème, c'est qu'ils sont poussés par tout un système économique à faire autre chose. Ils sont surendettés, on les oblige à avoir des rendements énormes. Ils sont aussi mal conseillés. Il faut quand même avouer que je vois souvent des gens qui disent « mais j'ai étudié telle région et dans cette région-là, c'est clair qu'on pourrait diviser par 4 la quantité d'intrants sans baisser du tout le revenu des agriculteurs parce que le prix de ces intrants compense largement le surcroît de productivité, mais ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire entendre à un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui. Je pense que ça vient progressivement. La profession, effectivement, se rend compte qu'elle s'est fait un peu avoir. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, s'il y a un effondrement, il ne viendra pas de là. Il viendra du fait que nous avons exagéré l'homogénéité de nos champs, qu'il va y avoir, on a la Covid qui nous attaque actuellement, ben, il y aura la même chose pour le blé, il y aura la même chose pour le maïs. Et là, les gens qui nous racontent qu'à chaque fois qu'il y aura une maladie, ils vont trouver l'OGM pour résoudre le problème, ben, vous voyez le temps qu'il le faut, l'OGM, le temps qu'il faut pour le fabriquer, l'OGM, on n'a toujours pas le vaccin. Et ben voilà, pendant ce temps-là, les champs seront en déshérence. Et ça c'est un scénario de catastrophe qui me semble beaucoup plus plausible que le fait que les agriculteurs sachent plus faire des semences. Donc voilà. En revanche, toujours pareil, je vous dis que ça arrivera. Je peux pas vous dire quand, ni exactement sur quelle plante, ni avec quelle maladie. C'est ça le problème. J'ai une idée naïve, comme toutes celles des grands débutants. En finance, on a vu qu'à une époque, pour empêcher la spéculation, il fallait séparer les activités de banques pour les économies et de banques de spéculation. Et on avait fait une loi aux États-Unis après la crise de 29 pour empêcher ça. Des malins, dans les années 80, néolibéraux, ont dit on peut tout mélanger et ça nous a amené à 2008. Est-ce qu'une solution pour l'agriculture, ce ne serait pas de séparer les semenciers des fabricants de produits chimiques? Parce que si le peu que je connais du sujet, c'est que c'est les mêmes, non? Donc, c'est les mêmes, mais le problème, c'est déjà qu'il y ait des semenciers. Les semenciers, ça devrait être les agriculteurs. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir des entreprises qui travaillent avec les agriculteurs, mais à part ça, je ne vais pas avoir le temps d'expliquer ça maintenant, mais ça, c'est vraiment ma recherche, si vous voulez. La biodiversité, ça naît de grands nombres d'individus qui se reproduisent et qui se reproduisent dans des conditions écologiques diverses, et du coup, eh bien, constamment, ici ou là, apparaissent des formes particulièrement bien adaptées à tel ou tel environnement et qui, du coup, vont se reproduire, etc. C'est comme ça que la diversité se fabrique dans la nature. C'est comme ça que la sélection naturelle a fabriqué l'immense diversité de tout le monde vivant. Et c'est comme ça que les paysans du néolithique au XXe siècle ont fabriqué ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources génétiques.
Et aujourd'hui, on se dit, ah bah tiens, les ressources génétiques, ah bah il y a une érosion. Alors ça, ce mot érosion, je le déteste. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qui s'érode? C'est une falaise. Vous voyez, encore une fois, on est dans une vision minière, dans une vision extractiviste. On a un truc qui est solide, là, c'est des ressources génétiques, et puis on est en train de le gratouiller, quoi. Non, c'est pas ça. On est dans une dynamique. L'agriculture devrait être une dynamique évolutive avec ces plantes, et donc il faut que ça soit les plantes qui sont dans les champs des agriculteurs qui servent à fabriquer les semences du futur. Et comme ça, on a la masse, on a le nombre, on a l'adaptation locale, on a les capacités de toute façon d'échange entre agriculteurs, et on est dans les conditions de production de diversité. C'est quand même incroyable que les agriculteurs aient su faire ça du néolithique jusqu'au XXe siècle, et que notre agriculture extrêmement élaborée d'aujourd'hui soit complètement incapable de le faire, et se demande juste comment arrêter de perdre ce qui a été fabriqué par ceux d'avant. Ça montre encore qu'en réalité, on a une vision créationniste. Vous voyez, les gens voient les ressources génétiques comme un truc qui est arrivé par magie, et puis il faut les garder. Et qu'est-ce qu'on fait? Un grand souterrain à Svalbard, une île de Norvège, par laquelle on fourre les graines des plantes cultivées qui vont crever tranquillement là-dedans sans servir à rien, mais au moins ça rassure les gogos. Voilà la vision qu'on a actuellement de cette diversité. Je pense qu'il ne faut pas du tout il ne suffit pas de séparer les semenciers des producteurs d'agrochimie. Il faut d'une part réglementer considérablement l'agrochimie pour que les tonnages soient 1000 fois moins que les tonnages actuels. Et puis, il faut que les semenciers ne puissent plus travailler sans impliquer les paysans, les agriculteurs dans la production de semences. Il faut que les agriculteurs se remettent à regarder leurs plantes dans leurs champs et à chercher quelles sont celles qu'ils auront envie de semer l'année prochaine. C'est une partie du travail de l'agriculture que les agriculteurs ne font plus. Ça leur fait moins de boulot, mais ça leur fait aussi moins de satisfaction. Ce que je constate, moi, c'est que quand je vais chez un agriculteur dit conventionnel, c'est-à-dire industriel, eh bien, comme si la convention c'était d'être industriel, eh bien, à ce moment-là, je vois un agriculteur qui est en général malheureux, qui m'explique à quel point c'est désagréable de faire son boulot. Quand je vais chez les paysans qui font des semences paysannes, ils sont tout fiers de me montrer leurs plantes, ils sont heureux de ce qu'ils font. Rien que ça devrait quand même inciter à comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça et de voir quelle est la bonne direction. J'aime bien cette idée de vision créationniste alors que l'on crée une arche de Noé, que l'on plonge dans une sorte de congélateur naturel, tout en sachant que le congélateur risque de fondre plus vite que prévu. Il a déjà été inondé. Même s'il ne faut pas des graines, au bout de 10 ans, ça ne germe plus. Hein, donc, on s'est gargarisé sur le fait qu'il y a des graines qui ont servi en Syrie à cause de la guerre, mais ça va, elles avaient 3 ans. Mais sur le long terme, un frigo, ça ne sert à rien du tout. Il faut être clair. Alors, je vais rebondir non plus avec une œuvre de fiction pour Frédéric, mais toujours pour le faire réagir sur cette idée d'effondrement. En revenant par exemple au Dust Bowl, justement, dans les années 30, le fait d'avoir importé des méthodes agricoles d'Europe centrale et d'Europe occidentale, de retourner trop les sols au centre des États-Unis et du Canada, ont abouti à stériliser littéralement les sols, et c'est d'ailleurs de là qu'est née l'idée de l'agriculture de conservation initialement. Mais du coup, est-ce que la même chose ne menace pas nos terres sous l'effet combiné du roulement de produits chimiques et du réchauffement climatique qui transforme les conditions météo, aridifie dans certains endroits, dans la majorité des cas. Il y a un stress hydrique par-dessus le marché à cause de la façon dont nous gérons l'eau. Tout ça cumulé ne risque-t-il pas finalement de nous amener à un point de bascule qui potentiellement pourrait s'appeler un effondrement, c'est-à-dire un prolongement de cet effondrement du vivant vers un effondrement sociétal? Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas prévoir l'avenir. Mais ce que je sais, c'est que les sociétés changent tout le temps, en bien ou en mal. Et sur cette question des sols, effectivement, les raisins de la colère, le Dust Bowl, les 3,5 millions d'Américains et de Canadiens obligés de foutre le camp sur les côtes pacifiques, ça a entraîné un vrai changement aux États-Unis et dans le monde, je pense, en tout cas aux États-Unis, où depuis lors, il y a une culture effectivement du sans-labour, du semi-direct sous couvert, même si derrière tout ça on plante des OGM qu'on pulvérise allègrement. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait très bien depuis cet événement qui a marqué les esprits, qui continue à le marquer, qui marque le droit américain, notamment le droit du sol et l'équivalent du code de l'environnement, plus que chez nous. Chez nous, le sol reste un impensé, contrairement aux États-Unis ou chez les Russes, par exemple.
ça a suffisamment marqué les esprits pour que je ne pense pas qu'on aille dans cet extrême parce qu'à l'échelle du monde, on sait bien ce que l'on risquerait à ne plus avoir de sol. Et globalement, c'est marrant que vous posiez cette question parce qu'hier, j'ai animé un webinaire avec des gens de l'INRAE sur cette question-là, sur l'érosion des sols, et je les ai sentis moins pessimistes qu'avant. En tout cas, dans nos pays occidentaux, il semblerait que l'on commence à faire attention au sol. En France, par exemple, la conservation, enfin, vous n'aimez pas ce terme, mais la couverture permanente des sols progresse via ce qu'on appelle les CIPAN notamment. On plante des légumineuses pour absorber le surcroît d'engrais. Et les agriculteurs ont bien compris à quel point. D'ailleurs, c'est un agriculteur qui m'a raconté ça hier dans le webinaire que j'ai animé, un agriculteur du Lauragais, où là aussi on fait une agriculture, allez, on va dire bien dégueulasse, qui aboutit à une érosion des sols telle que premièrement, ça coûte aux communes pour aller ramasser la terre qui dégueule sur les routes. Et puis deuxièmement, un maire qui se trouvait être un agriculteur céréaliculteur conventionnel avouait hier que pour lui, il était certain que c'est cette érosion dont il était en grande partie la cause, qui était la cause de la chute des rendements qu'il constatait lui et ses collègues un peu partout dans la plaine du Lauragais, c'est entre Carcassonne et Toulouse. Donc, je suis ni optimiste ni pessimiste, enfin si, je suis plutôt d'une nature optimiste. Je ne pense pas qu'on aille jusqu'à cet extrême-là. Et puis aussi parce qu'il y a une autre raison, c'est que parmi tous les mécanismes qui pourraient se mettre en place, il y a les mécanismes liés au marché du carbone. Et de plus en plus, les marchés du carbone ciblent les sols comme étant le premier puits de carbone que l'on a à notre disposition pour absorber le surcroît de nos émissions de carbone. Et un puits de carbone de qualité, c'est un sol de qualité, et un sol de qualité, c'est un sol qui ne s'érode pas. Donc, je suis plutôt optimiste là-dessus. Même les Chinois qui font n'importe quoi et même les Indiens qui ont perdu beaucoup de sols de qualité sont en train de faire des études de sol pour essayer de voir ce qu'ils pourraient faire pour améliorer les choses. Alors peut-être que je me plante complètement, c'est peut-être la méthode Coué, mais je suis raisonnablement optimiste sur cette question-là. S'il y a un effondrement, à mon avis, il ne viendra pas de là. Ouais. Bon, je ne sais pas si j'ai rassuré. Oui, je voudrais juste mettre un petit bémol. Je pense qu'effectivement, on commence à prendre conscience des problèmes de sol. Le malheur, c'est que le lobby industriel qui s'amuse constamment à nous vendre ses mensonges sur le plan des pesticides a réussi donc à faire croire que la bonne manière de faire de l'agriculture de conservation, c'était de foutre du Roundup régulièrement. Je pense qu'effectivement, l'agriculture de conservation, si elle est fondée sur le Roundup, alors elle est a priori aussi mauvaise que les autres, parce qu'elle va respecter la structure du sol, mais pas son peuplement. Le Roundup, ça tue ce qu'il y a dans les sols aussi. Donc, si jamais on veut l'agriculture de conservation, ça recouvre énormément de choses. Et effectivement, je pense que l'agriculture de conservation faite dans un cadre agroécologique, avec de la permaculture, etc., bien sûr que c'est vers ça qu'il faut aller, on est bien d'accord, mais certainement pas si jamais, pas à coup de pesticides pour régler les problèmes de mauvaises herbes. Et peut-être faudra-t-il dans ce cas privilégier le terme d'agriculture de régénération plutôt que de conservation, mais c'est un débat un peu technique. Moi, je pense que c'est plutôt agroécologie. Le terme à privilégier, c'est agroécologie. L'agronomie devrait être la science appliquée de l'écologie. Alors, il y a plein d'autres questions qui surgissent, mais il y en a une qui va peut-être être fondamentale entre toutes lors de ce 21e siècle, c'est la captation du carbone. Et je viens de me rappeler que Frédéric avait écrit un ouvrage justement sur le carbone, notre meilleur ennemi, pourrait-on dire aujourd'hui. Or, les écosystèmes et les sols jouent un rôle fondamental dans la capture du carbone. Et la plupart des scénarios climatiques aujourd'hui, lorsqu'ils se veulent optimistes, incluent un volet de captation, séquestration carbone. Est-ce que vous avez une réaction tous les deux, celui qui le souhaite d'ailleurs, sur justement la capacité des sols à ralentir le réchauffement climatique en séquestrant une partie du carbone que nous avons déjà envoyé un peu sans y penser? On le connaît rapidement, j'en ai un peu parlé, c'est ce qui a donné l'idée à Stéphane Le Foll du projet 4 pour 1000. Si on augmente de 0,4% le taux de matière organique des sols, en théorie, mais en théorie tout est possible, comme disaient des proches, en théorie on peut absorber tout le carbone que l'on émet en trop dans l'atmosphère.
Ça consiste en quoi? Ça consiste donc à maintenir la matière organique dans les sols, donc à les travailler le moins possible, à les pulvériser le moins possible, en particulier d'engrais, à les laisser couverts le plus longtemps possible, quand c'est possible. Oui, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est une évidence. Après, c'est comment on fait. Et puis, dans ces sols, il y a les prairies. Il faut maintenir des prairies, il faut maintenir des milieux ouverts, il faut maintenir des forêts. Voilà, il faut faire une biomasse intelligente. Mais s'oppose à ça, encore une fois, c'est le prix auquel on paye les choses, le prix auquel on paye les agriculteurs, et puis s'oppose à ça la ruée que je sens venir sur la biomasse qui viserait à faire de la couverture des sols le moyen de remplir à ras la gueule les méthaniseurs pour le bénéfice de qui? Alors les pro-méthaniseurs disent oui, mais le digesteur, on va le restituer au sol, sauf que les sols n'absorbent pas les nutriments de la même façon. Bon, enfin bref. Voilà, c'est foutre la paix au sol. Enfin, l'agriculture, oui, ça devrait être ça. Et le bio n'est pas assez ça. Le bio, il n'y a pas dans la charte bio, il n'y a pas, j'insiste, il n'y a pas d'objectif de résultat en matière de sol, en matière de qualité des sols, en matière de travail des sols. L'agriculture, ça devrait être ça. C'est d'abord toucher le moins possible au sol, leur foutre une paix royale et laisser la vie s'y faire. À partir de là, oui, on pourrait absorber une partie non négligeable du CO2 que l'on émet chaque année dans l'atmosphère. Et c'est finalement vers ça qu'on va quand une ville comme Paris, la régie des eaux de la ville de Paris donne des sous à des agriculteurs de Lyon, donc de Bourgogne, pour être ou en conservation ou en bio pour alimenter ses cantines. Mine de rien, elle se retrouve avec les mêmes objectifs que ceux de l'Agence de l'eau qui consistent à développer, à avoir aujourd'hui des zones d'expansion de crues naturelles au moyen de prairies et de sols le moins possible travaillés pour qu'ils puissent absorber l'eau de pluie et l'eau des crues. Donc oui, les sols, pour moi, c'est la clé de voûte de notre adaptation au changement climatique, ce sera l'agriculture, et la clé de voûte de l'agriculture, ce sera les sols. À tout point de vue. Pierre-Henri, même question sur les liens entre biodiversité, sol et carbone. Alors, la première chose, c'est que je suis toujours méfiant quand on trouve des solutions qui permettent de continuer à émettre plein de CO2 comme ça, et puis on ira le stocker. Je pense que c'était pas mon but. quand même de réduire notre production de CO2. Je pense que c'est très important. La deuxième, c'est qu'effectivement, les premiers que j'ai entendu réfléchir à tout ça sur le stockage des sols de carbone dans le sol, et grâce au non-labour, c'était les ingénieurs de chez Monsanto qui s'étaient dit que ça serait un super moyen pour vendre des tonnes de Roundup. Donc, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc, oui, je pense qu'il y a un aspect très important dans les sols, mais que les sols tout seuls, ils valent rien, que c'est tout le système agricole qui est à revoir en termes d'agroécologie. Je pense qu'il y a le sol, mais il y a aussi les plantes qui sont dessus. Et les plantes qui sont dessus, ça dépend de la génétique qu'on a mis derrière. Alors ça, c'est un peu ma spécialité aussi, mais je pense que si jamais on continue à sélectionner des plantes qui sont faites pour utiliser des tas d'intrants, qui sont faites pour que on laisse pas la moindre herbe pousser à côté, et qui sont faites pour pas supporter la première moisissure venue, eh bien, on sera obligé de continuer à mettre des tas de pesticides dessus. On sera obligé, donc, du coup, de tuer les organismes et, en fait, de tuer les sols, même si jamais on les retourne pas. Donc, je pense que c'est vraiment le système agricole dans son ensemble qu'il faut revoir. Il faut vraiment passer à l'agroécologie. Je pense qu'on le fera un jour ou l'autre. J'espère en tout cas qu'on le fera avant qu'il soit vraiment trop tard. Et la question pour moi, c'est de savoir quel est le degré de catastrophe qu'il faudra pour qu'on fasse ça. Je ne crois pas qu'on le fera de nous-mêmes tant que tout peut continuer pareil. Je pense qu'on changera les choses une fois qu'on pourra vraiment plus continuer comme ça. Et je n'arrive pas à imaginer le scénario dans lequel, quel est le scénario optimal pour qu'il y ait une catastrophe, mais suffisamment grave pour qu'on change et suffisamment pas trop grave pour que ça foute quand même pas trop de gens dans une situation impossible. Alors ça fait une bonne transition avec la question que je voulais poser, qui est un peu en deux parties. Si on parle monde, on est dans un monde dynamique, on a l'évolution climatique et on entend des gens, des géographes connus qui nous disent mais c'est pas grave, on pourra cultiver plus au nord et tout. Moi j'ai cru comprendre que les plantes étaient habituées à certaines latitudes et que passé le cercle polaire, il faisait 6 mois de nuit
en hiver et 6 mois de jour en été, et que peut-être les plantes d'autres endroits ne pousseraient pas aussi facilement. Donc ça m'a un peu perturbé. Ça pose. Alors il y a une question biologique, puisque on est dans un monde dynamique, on en a bien parlé, mais on a surtout parlé de conserver ce qu'on avait. Or que les dynamiques vont peut-être faire qu'il va falloir être plus proactif, donc au niveau biologique, peut-être même génétique. Et la deuxième question, ça va entraîner forcément des redistributions de cartes géostratégiques. Et il y a une donnée, moi, qui me fait réfléchir, c'est de dire la Chine, par exemple, mais j'ai rien contre les Chinois, c'est 20% de la population mondiale et 7% des terres arables. Donc forcément, il va y avoir des enjeux très basiques. On sait que les printemps arabes, c'était aussi un problème de nourriture au départ, donc on voit que tout est lié. Donc j'aurais envie de poser la question de la génétique et de l'évolution du monde à Pierre-Henri, et puis à Frédéric, s'il peut y répondre quelque chose, sur les questions de géostratégie, d'enjeux, comment vous voyez ça? Vas-y Pierre-Henri. Non, vas-y, réponds d'abord, vas-y, je vais réfléchir un peu parce que j'ai du mal à répondre en fait en termes de génétique à ce niveau-là. En termes de... Effectivement, il y a un appétit pour les sols de qualité, les nôtres en particulier, notamment par la Chine. Pour vous donner une idée, il y a la première agence de notation des sols qui s'appelle Greenback, qui a été créée l'an dernier, cette année, pardon, et qui propose aux agriculteurs, quels qu'ils soient, un audit de leur sol, de la qualité des sols. Alors, ça se résume à très peu d'indicateurs sur à minima 1 hectare. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt scientifique pour les agriculteurs pour connaître, on va dire, le pouvoir agronomique de leur sol. Par contre, c'est un indicateur extrêmement intéressant pour les financiers qui aimeraient acheter des sols pour eux-mêmes. Et on voit où est le marché. Aujourd'hui, la terre agricole en France ne vaut pas cher par rapport, elle vaut 2 à 3 fois moins cher que la terre allemande, elle vaut 10 fois moins cher que l'hectare en Ligurie, 5 à 6 fois moins cher que l'hectare au Danemark ou aux Pays-Bas. Et donc, il y a un appétit financier pour les sols parce que demain, il faudra des sols de qualité pour produire au moins des molécules bases pour des pays comme la Chine. Donc, d'un point de vue géostratégique, les sols deviennent un actif qui demain pourrait être coté à Chicago comme le blé ou comme le sucre, si l'on y prend garde. Et en France, on n'y fait pas assez attention. Enfin, dans mes enquêtes sur les sols, c'est assez fascinant de voir que oui, personne n'y fait attention, personne n'y prend garde. Le sol en France, il est ouvert et juridiquement et fiscalement à n'importe quel acheteur. Et puis en plus, les sols pourraient, là je fais de la politique fiction, pourraient servir demain de puits de carbone sous forme de compensation pour des gros pollueurs ou des gens qui font n'importe quoi comme les Chinois. Et le sol n'est pas protégé sous tous les aspects, les agriculteurs ne sont pas protégés, notamment sous un aspect fiscal. Aujourd'hui, un agriculteur a tout intérêt à vendre au plus offrant parce que la terre ne lui rapporte rien, parce que de toute façon, il aura une retraite dégueulasse et parce que c'est le mauvais côté du système de protection des agriculteurs lié à la réforme du fermage en 1946, c'est que, in fine, en euros constants, le prix de la terre et le prix du fermage n'ont cessé de baisser depuis 1970. Et le régime fiscal, encore une fois, fait qu'un agriculteur ne peut pas gagner grand-chose sur le foncier qu'il utilise mal comme des prairies sur lesquelles il n'y aurait pas assez de vaches, il n'y aurait plus de vaches du tout. Enfin bref, je fais court et je termine. Il y a une réforme fiscale à faire, peut-être interroger le système des SAFER qui peut-être protège trop tôt. Est-ce qu'il ne faut pas, certains le disent, libéraliser un peu ou totalement le prix du foncier agricole de façon à ce que le foncier soit tellement cher qu'il soit moins objet de spéculation. C'est ce qu'ont fait les Allemands finalement. La question se pose, mais en tout cas demain, oui, on pourrait se voir déposséder d'une partie de notre surface agricole utile par des pays qui en ont besoin ou pour bouffer ou pour compenser leurs émissions de carbone. Alors pour les gènes, oui, c'est bien parce que du coup, je peux dire que c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire que les agriculteurs ont été dépossédés totalement. Autant les agriculteurs restent possesseurs de leur sol sans trop savoir quoi en faire. Pour les gènes, c'est le contraire, ils ont été dépossédés des gènes de leurs plantes grâce à divers systèmes de protection qu'ont mis en place les semenciers. Donc, ça a été l'inscription au catalogue et puis surtout le brevet avec les organismes génétiquement modifiés de diverses sortes
Alors, vous savez que les OGM, maintenant, il y a un débat parce qu'on est en train de mettre en place des nouvelles techniques que on appelle OGM ou pas. En fait, on s'en fiche. Le problème est très simple. La question, c'est est-ce qu'il y a un brevet sur cette séquence dans ce génome? Si vous avez une séquence brevetée dans un génome, eh bien, normalement, vous pouvez plus vendre la semence qui est dedans, et donc, si vous pouvez plus la vendre, vous pouvez pas non plus l'échanger avec vos voisins, puisque ça, c'est de la vente en nature. Ça veut dire que tout le système de semences est actuellement contrôlé par quelques entités au niveau mondial qui possèdent des brevets sur les génomes. Tout l'enjeu actuellement de ces OGM, que ce soit les OGM traditionnels ou les OGM nouveaux, c'est de savoir qui va posséder toutes les ressources génétiques de la planète d'ici quelques dizaines d'années. C'est en cours. Actuellement, il y a d'immenses surfaces qui sont cultivées par des plantes, avec des plantes entièrement dont le génome est breveté. Et donc, ça veut dire que les descendances de ces plantes sont brevetées, donc n'appartiennent pas à l'agriculteur, mais pas seulement, puisque si jamais ces plantes dont le génome est breveté viennent se croiser avec les plantes de votre champ à vous qui cultivez pas des OGM, eh ben, les descendants vont contenir les brevets et du coup, vous n'êtes pas propriétaire du génome. Donc, le grand jeu, si vous voulez, c'est de mettre des brevets dans les génomes, de laisser le vent emmener le pollen chez les voisins et les graines du voisin ne lui appartiennent plus en réalité. Donc, actuellement, la possession, sur le plan de la possession, les génomes sont en train de plus en plus rapidement de devenir la propriété des 4 ou 5 entreprises qui brevettent massivement des génomes et d'être totalement perdus par les agriculteurs. C'est déjà fait, en quelque sorte. Oui, nous allons devoir conclure, et c'est vrai que nous terminons un peu sur une note très science-fiction quelque part, puisque ce que décrivait Frédéric comme menace planant sur nos sols est déjà une réalité en Afrique, notamment en Éthiopie, où les terres arables sont achetées massivement par des investisseurs d'Asie, et pas seulement chinois, mais aussi malais, peu importe, et du Golfe. Pierre-Henri qui signalait qu'effectivement en Amérique du Nord, on a vu des procès où des gens se retrouvaient perdre pour une sorte de vol de propriété intellectuelle, en fait, parce que leur champ avait été involontairement ensemencé par des plantes qui avaient transporté les gènes modifiés. Ils ont été contaminés. Là, vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de dire contaminé. C'est pas politiquement correct. Il faut parler de présence fortuite. Hein. D'accord. Il s'agissait de présence fortuite. Cette terminologie, c'est cette novlangue imposée par les semenciers. D'accord, j'essaierai de me corriger pour la prochaine fois, mais c'est comme les accents pour prononcer correctement les noms propres, je crois que je n'y arriverai pas. En revanche, nous allons terminer donc sur nos 5 questions habituelles que je vais vous poser à tour de rôle. Je vais commencer par Frédéric, qui va devoir faire court avec quel est votre prochain livre, à moins que vous n'emmeniez 5 de front comme d'habitude. Non, j'en ai 2 de front. Il y en a un qui sort bientôt que je coécris avec Alexis Génie, romancier, sur en gros comment on mange en France quand on est pauvre. Bon, c'est pas terrible, mais on a vu plein de choses qui font que les choses s'améliorent et des choses qui d'ailleurs ont été reprises, pas de notre fait, par le gouvernement. C'est assez amusant. Votre pire inquiétude? La mienne? Oui. Ma pire inquiétude, c'est les théories du complot, c'est le communautarisme, c'est l'islamisme, c'est la déculturation scientifique. En fait, ce qui me sidère, c'est l'absence de culture scientifique et chez mes confrères et chez les politiques. Alors même qu'on va vers des problèmes qui demandent à avoir une culture scientifique en partie naturaliste. Et quand je vois ce que mes fils font au lycée en SVT, je pleure. C'est affolant. Si j'étais pas là derrière, je vois pas comment ils pourraient appréhender les problèmes, la complexité du vivant. C'est du simplisme. Et votre meilleur espoir? Mon meilleur espoir, c'est ce que je vois. Ça, c'est l'autre livre en préparation. Mon meilleur espoir, c'est que je vois la France changer depuis 6-7 ans. Et le monde agricole, et les pêcheurs, et certains industriels. Il y a plus qu'une prise de conscience. Il y a, si vous voulez, à l'occasion de la crise de 2008, je fais très court, beaucoup de collectivités et d'entreprises ont été obligées de se démerder par elles-mêmes, faute de subventions, faute d'aide, et ont redécouvert finalement les principes fondamentaux de l'écologie, qui est de vivre sur la bête, de vivre sur les propres ressources d'une collectivité. Et il y a une inventivité que je sens, que je vois depuis 5-6 ans, moi qui me réjouit. Il y a des choses qui avancent. À chaque fois, à l'occasion d'un homme ou d'une femme qui dit en gros merde à l'État, on va faire.
merde à l'administration, pas à l'État, et on va faire, et les choses se font. Puis je vois un changement de philosophie dans les agences de l'eau. Ça me rend plutôt optimiste. Un livre que vous recommandez? C'est un livre qui est paru il y a longtemps, qui s'appelle Cours Serpent, de Bernard du Boucheron, qui est une merveille. On imagine l'évêque de Trondheim en Norvège au XIe siècle, qui est très étonné de ne plus avoir de nouvelles de la colonie viking en Norvège, et il s'y rend avec le vocabulaire de l'époque. C'est fascinant, et il arrive sur une colonie qui est visitée par le malin parce qu'elle n'a plus rien à bouffer, et c'est une parabole sur justement l'effondrement des Vikings à cause en partie du changement climatique. C'est extraordinaire à lire. Pour comprendre quelque chose au changement climatique, il faut lire ce livre. C'est tout petit, c'est chez Folio, lisez-le. D'accord. Et un film que vous recommandez? Un film, c'est Sunshine de Danny Boyle. On imagine une Terre qui est menacée par l'extinction du Soleil. On envoie une mission spatiale pour rallumer le Soleil. Alors derrière tout ça, ça paraît complètement con, mais d'un point de vue plastique et scénaristique, c'est un des plus beaux films que je connaisse. Il faut le voir sur un grand écran, en 4K, mais c'est splendide. Et puis mine de rien, il y a un bon vieux message écolo derrière qui ne peut que réjouir les gens qui nous regardent. Sunshine, Danny Boyle. D'accord. Les mêmes questions donc pour Pierre-Henri Gouillon. Votre prochain livre? Aucune idée. C'est bien. Et article scientifique peut-être en préparation? Mais vous n'avez peut-être pas le droit de le dire du coup. Oh non, j'ai tout à fait le droit, mais non, je suis dans une période où je change un petit peu. Je vais officiellement prendre ma retraite dans un an, et je me donne du temps pour réfléchir à ce que je veux faire. Voilà. D'accord. Votre pire inquiétude? Oui. Votre pire inquiétude? Ma pire inquiétude, c'est que tout continue comme pour le moment. C'est-à-dire que si jamais on change rien, là, je crois que ça va aller mal. Et je voudrais dire, par rapport à ce qui vient d'être dit, que le malheur, c'est que la culture scientifique, ça suffit absolument pas. Il y a des tas de scientifiques qui sont complètement à l'ouest. Je dis pas ça parce que je suis en Bretagne, mais ils ne comprennent rien à la complexité. La culture scientifique à l'heure actuelle, ça n'est pas une culture de la complexité. Et donc, je pense que si jamais on continue à croire que pour faire de la science, il suffit que chacun s'occupe de son petit bout de réalité sans rien comprendre au reste, eh ben, on va continuer à faire des scientifiques totalement irresponsables qui se feront avoir par tous les marchands de doute du monde et qui défendront des choses aussi indéfendables que ce qu'ils ont déjà défendu dans le passé avec l'eugénisme. Il ne faut pas croire que le nazisme est arrivé de rien. Le nazisme est né d'un courant biologique appelé l'eugénisme et qui est soutenu par tous les biologistes. Et il y a eu des grands scientifiques anglais, par exemple, qui ont dit que l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, c'était le premier succès politique de la génétique. Donc les scientifiques sont parfaitement capables de soutenir des horreurs, simplement parce qu'ils croient que c'est ça le progrès, vu depuis leur petite lorgnette de scientifiques. Donc oui, il faut remettre de la culture scientifique, mais il faut mettre une culture scientifique de la complexité, une culture de la vision globale du monde, et c'est pas du tout ça qu'on fait quand on fait de la science à l'heure actuelle. Voilà, donc si jamais rien ne change, je pense qu'on va vraiment vers un effondrement et que les scientifiques pourront absolument rien faire pour qu'on s'en sorte. Voilà, ça c'est ce que je crains. Et votre meilleur espoir? Mon meilleur espoir, c'est justement le contraire. C'est le reflet, c'est la compréhension globale du monde. Et comme je disais tout à l'heure, je ne crois pas qu'on changera, qu'on fera l'économie d'une catastrophe. Donc mon meilleur espoir, c'est qu'il y ait une catastrophe qui est juste la bonne taille pour pas être trop méchante, mais suffisamment pour qu'on soit obligé de changer. Il va falloir les désigner sur mesure. À la catastrophe sur mesure, ça c'est une autre question. D'accord. Un livre que vous recommandez? Écoutez, j'en ai déjà parlé. Je pense que voilà, Le Monde devint silencieux de Stéphane Foucard. Je trouve très bien son dernier, Les Gardiens de la Raison, là, avec Stéphane Aurel et puis un sociologue, Sylvain Laurence. Sylvain Laurence. Il est très bien, mais il est vraiment lourd. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment comprendre tous les aspects sociologiques et politiques de ces questions. Mais Le Monde devint silencieux, il est beaucoup plus facile et il explique très très bien ce qui se passe et il montre comment les scientifiques se font avoir.
Et Stéphane Foucard, d'ailleurs, nous a fait l'amitié de faire un article dans Collapsus sur la religion du marché, en fait, sur les actes Oui, de à foi. propos d'un autre de ses livres, mais À propos d'un autre de ses livres, tout à fait. Et un film que vous recommandez? bon, je vais rester dans un truc un peu vieux. Je vous propose Gattaca, moi. Bienvenue à Gattaca. Vous voulez savoir ce que ça peut donner, la génétique? Eh ben, allez voir ce film. Il est super bien fait. Euh, et, et- et franchement, il montre bien, si on laisse la technoscience prendre le pouvoir, où est-ce qu'on va? Voilà. D'accord. Alors, il y a eu plusieurs questions qui sont passées sur le forum en vrac. Il y en a une qui demande si, je vais un peu interpréter, si des citoyens ne pourraient pas breveter les gènes de leur côté pour les garder dans un domaine public ou autre. Enfin, est-ce qu'il est possible de rivaliser avec les firmes sur le domaine de la brevetabilité du vivant? Mais non, l'INRAE a été capable. L'INRAE a essayé de jouer ce jeu-là. Il y a eu tout un programme qui a été Rappelez lancé. ce qu'est l'INRAE. Ah oui, l'INRA. Donc, l'INRA, c'était l'Institut national de la recherche agronomique qui récemment lui a rajouté un « et » pour dire que c'était pas seulement l'agronomique, mais c'était aussi l'environnement. Ils ont le « e », mais ils savent pas encore très bien s'en servir. Bon. Mais donc, pendant un moment, donc, ils ont essayé de contrer les entreprises de biotech et il y a eu un énorme programme qui a été lancé qui s'appelait Génoplante, dans lequel on donnait plein d'argent aux gens pour étudier les génomes des plantes. Et avec tout ça, eh ben, les services publics ont réussi à breveter quelques gènes, mais la puissance de feu de boîtes comme Monsanto avant et Monsanto Bayer aujourd'hui ou Syngenta, etc., jamais les services publics ni même les gens pourront les contrer, d'autant que, évidemment, vous ne pouvez pas breveter un gène comme ça, il faut en avoir fait non seulement la séquence, mais aussi pouvoir dire à quoi ça pourrait servir, dire ce qu'on pourrait faire avec, etc. Donc, non, on ne peut pas battre les gens sur ce terrain-là. Il faut refuser le brevet sur les génomes. Il faut le refuser aussi bien. Alors, chez les humains, on a réussi plus ou moins parce qu'il y a eu quelques scandales. Hein. Il y a un gène de cancer du sein qui s'appelle BRCA2 qui a été breveté par une firme alors qu'elle travaillait avec l'Institut Curie et l'Institut Curie a eu l'impression de s'être fait avoir. Bon, ils n'avaient qu'à pas jouer le jeu du brevet, eux non plus. Mais effectivement, sur les humains, on arrive à contrer le brevet parce qu'on arrive à faire voir qu'à cause du brevet, on ne va pas pouvoir faire des trucs qui seraient bons pour les humains. Mais quand il s'agit des plantes et des animaux, eh ben, on laisse les pires solutions se mettre en place si jamais ça intéresse les lobbies dominants. D'accord. Et une autre question qui est posée, peut-être plus pour Frédéric, est-ce que les mouvements de désobéissance civile de type Extinction Rebellion peuvent amener à accélérer une prise de conscience? Micro. Oui, ils peuvent y arriver, sauf s'ils tombent dans l'extrémisme, dans des images violentes ou brutales qui sidèrent l'attention et font peur à tout le monde. Oui, évidemment que ça peut être utile. Faut pas qu'ils dérivent, tout simplement. Et comme on est en France, dans un pays où on n'a aucune culture du compromis, aucune culture du dialogue et où c'est forcément du rapport de force. Moi, c'est ce que je crains, c'est qu'on tombe dans du rapport de force pour du rapport de force qui n'aboutit strictement à rien parce que ça, c'est de la comédie humaine, c'est du théâtre dont ont besoin les politiques et les médias pour faire semblant de parler d'un problème. C'est un peu comme l'histoire du référendum de Macron. Là, on fait semblant de faire quelque chose, mais derrière on fait rien, puis on détourne l'attention sur les vrais problèmes. Donc, Action Rébellion, oui, mais si tant est que ce soit constructif derrière, mais effectivement, il faut montrer que la société civile est là et ne s'en laisse plus compter, mais elle est déjà là. Hein. Vous savez, le droit de l'environnement a avancé parce qu'il y a eu des actions quotidiennes dans les tribunaux administratifs portées par les ONG, par les associations et par les citoyens. C'est comme ça que les choses ont avancé, en grande partie dans les tribunaux malheureusement, mais c'est comme ça que les choses ont avancé. Donc Extinction Rebellion, c'est une couche supplémentaire un peu plus dynamique. Il ne faudra pas qu'elle devienne violente. C'est ce que je crains en fait. Merci beaucoup. Il y aurait des tas d'autres questions, mais on en est déjà à 1h30, donc on va arrêter. C'était absolument passionnant. Je remercie infiniment Marine pour avoir assuré la technique de main de maître. Et la semaine prochaine, nous diffuserons en différé un entretien que nous avons réalisé avec une autrice, enfin, pour Collapsus. Il s'agit de Gwenin Tanguy, qui nous parlera d'écoféminisme et ouvrira les différents tiroirs des relations entre
justement la question féminine et la question environnementale, qui est un carrefour en fait qui mène de multiples embranchements, comme on le découvrira. Merci Pierre-Henri Gouillon. Merci Frédéric pour le nom de famille. Dans et. Voilà, il sera prononcé correctement au moins une fois ce soir, avec toutes mes excuses pour ce massacre. Tu connais H muet? Oui, c'est un H muet, voilà. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir, à bientôt.